Qui de mieux que Marc Barani pour ouvrir ce colloque? Lui qui, dès sa formation, envisage son métier par l'alliance de plusieurs compétences. Architecture, scénographie, anthropologie, préparé aux méthodes anthropologiques, il part au Népal, 1 an, pour son diplôme. Immersion d'1 année dans une culture radicalement éloignée pour mieux revenir. En 1989, il crée son atelier d'architecture qui s'engage aujourd'hui dans des projets de taille et de nature variée. Projets de culture, d'enseignement, de travail, de sport, de logement. Enrichi d'une manière de penser le monde différente, dans laquelle la frontière entre le sacré et le profane s'efface, il travaille à sa première commande publique pour l'extension du cimetière de Roquebrune-Cap-Martin. Lieu qui ne peut pas être neutre pour un architecte, puisque Le Corbusier est enterré. Marc Barani est membre de l'Académie des Beaux-Arts, prix de l'Équerre d'Argent en 2008, prix national de l'architecture en 2013, grande médaille d'or de l'Académie d'architecture la même année. Il a enseigné pendant 10 ans l'architecture et a aussi été attaché à 2 structures de la diffusion architecturale, CAE, une mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques. C'est donc pour son approche à la lisière entre plusieurs compétences, celle de l'espace, de l'homme, de la mise en scène, qui nous importait tout particulièrement qu'il soit le grand témoin de cet événement. Nous le remercions d'avoir accepté. Alors c'est un peu matinal pour moi, je vous l'avoue, cette intervention, mais enfin j'essaie de faire de mon mieux. Dans la mesure où je suis pointé comme témoin, je pense qu'Annabelle a dit beaucoup de choses, c'est difficile d'enchaîner derrière, mais effectivement le statut de témoin par rapport au sacré me convient bien. Je vais donc vous parler de la manière dont j'ai pu le croiser lors de mon parcours professionnel. En gros, là au Népal avec une vision d'anthropologie, ensuite à partir des cimetières je terminerai cimetière et tombe, et puis je terminerai par Annabelle en a parlé, par un palais de justice qu'on est en train de terminer à Aix. Alors le sacré, on ne peut pas le définir, donc ça c'est déjà très intéressant. Donc on est dans un va-et-vient entre la définition qu'on en donne, c'est un peu ce que l'on est, c'est-à-dire qu'on est jugé à l'aune du sacré en même temps qu'on essaie de le définir. Mais j'ai préféré commencer avec cette expérience que j'ai eue au Népal, parce que le sacré dans la culture occidentale, c'est la mise à distance. C'est ce qui est inviolable, c'est ce qui est loin. Et il y a une coupure nette, même si elle est plus ou moins poreuse aujourd'hui, entre profane et sacré. Au Népal, ils n'ont pas cette distinction, ils n'ont pas de mot d'ailleurs, ni pour dire le sacré, ni pour dire le profane. Et donc j'ai essayé de voir comment l'architecture, l'urbanisme pouvaient prendre place dans un dispositif magico-religieux, pour tout dire, dans un rapport magique au monde. Kirtipur, c'est un village qui est dans la vallée de Katmandou, au Népal, vous voyez le reste d'ailleurs, et avec une topographie particulière. Le village est construit sur une arête de collines, et il y a 2 pôles. Alors, le Népal et la civilisation néwar a quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'elle a créé un syncrétisme absolu entre bouddhisme, hindouisme et tantrisme. Et donc on le retrouve dans ce village où vous avez un pôle bouddhiste ici. La coupe fait comme ça, en gros, si je fais une coupe, ça monte, il y a une petite colline, ça descend et ça remonte. Le pôle bouddhiste, le pôle hindouiste ici, et puis au milieu, le lien qui est un mix entre les deux dispositifs. Donc on sent déjà le premier rapport entre la topo et puis la position des religions. Alors la ville est structurée selon le modèle théorique, le modèle hindou, avec le nombre de portes qui va avec, et là elle est déformée par la topo, mais elle est vraiment sur cette construction-là. Et ça n'est pas qu'un dispositif de planification, c'est un dispositif qui permet à l'ensemble de la population de parcourir réellement, par ce mandala, c'est une sorte de mandala, le corps de Bouddha quand c'est les bouddhistes ou des dieux hindous, et il y a une réelle, toutes les processions et tous les rituels qui sont dans la ville sont ordonnés par cette figure urbaine, et qui permet donc de créer un lien entre ce qu'on fait et le cosmos. Donc la maison et le mode d'habitat étaient structurés par rapport aux questions de l'eau, du feu, de la verticale et de l'horizontale. Là on voit le dispositif théorique des plans de conscience ici qui sont associés
à la maison avec l'idée d'impureté qui est liée à l'eau, qui est au rez-de-chaussée. Plus on s'élève vers le ciel, plus on va vers la pureté, vers la nourriture rituelle. C'est ce qui structure la vallée de Katmandou aussi. Le mythe de la vallée de Katmandou, c'était un lac, un dieu a vidé le lac et sur la colline de Swayambhu est née la flamme. Donc on est sur le même modèle récurrent qui parle du territoire aussi bien que de la maison. Et d'ailleurs, c'était, comme anthropologue, on a beaucoup de mal à pouvoir accéder au Saint des Saints là-haut, qui est la cuisine rituelle. Moi, j'ai vécu 1 an avec eux, donc j'ai eu la chance de pouvoir y aller, parce qu'en occidental, on est impur, et donc voir à quel point la relation au monde est magique, au point que, moi je m'interrogeais là-dessus, mais j'ai jamais vraiment pu discuter avec eux de ça, parce que c'est un concept qui leur échappait. Voilà la maison. Alors, les limites habituelles qu'on voit, nous, le mur étant la limite de la propriété, là en fait c'est la retombée des eaux. Sur cette coupe, on voit comment c'est structuré. La retombée des eaux, et là on est déjà dans la maison, parce que la limite est symbolique, elle n'est pas physique. Donc rez-de-chaussée où il y a les animaux, les chambres, le lieu de la réunion de la famille. Donc comme anthropologue, je pouvais accéder là de temps en temps là, et puis après jusqu'au comble où il y a la nourriture rituelle. Et voilà. Alors, en même temps, il y a une dimension pratique parce que comment dans ce dispositif symbolique les gens peuvent vivre. Donc on a mis au jour l'idée d'une unité résidentielle. Donc, encore une fois, c'est pas coupé avec le symbolique, mais il y a la maison, il y a le jardin à l'arrière de la maison, donc ça on est habitué dans l'urbanisme occidental à penser la parcelle, mais il y a la rue, qui est l'espace public. Et là, c'est la même chose, ils n'ont pas la notion de public et de privé n'existe pas, ils n'ont pas de mots pour dire ce qui est privé ou ce qui est public. On voit que cette partie qui est devant la maison, qui est pour étant sur une colline, quand le dispositif s'adapte, il se marque très nettement avec une partie qui peut être... En fait, ils n'ont pas de notion parce qu'elle peut être publique ou privée selon le moment. Voilà, ça c'est un quartier, Taonani, qui est un quartier de caste d'agriculteurs. Donc on voit que cette zone devant les maisons, avec les parcelles très en longueur qui sont densifiées avec plusieurs patios, elle est très grande avec le chemin qui passe juste au milieu. Donc on est bien dans l'application d'un dispositif qui est à la fois qui est une ferme urbaine, quoi. On va voir pourquoi, voilà, la coupe. Alors que dans la partie bouddhiste, qui est faite plutôt d'orfèvres et de prêtres, cette partie devant la maison est assez restreinte, elle est beaucoup plus limitée. Voilà Taonani, au moment des vendanges du riz, donc on voit à quel point ce dispositif permet de comprendre comment on peut avoir des exploitations agricoles en milieu urbain. Chaque parcelle est délimitée par les fagots, mais on peut y faire la vaisselle, tisser, y faire la toilette, donc des activités tout à fait communes, quotidiennes. Et puis, voilà, il y a souvent une petite pierre comme ça sculptée, qui est dehors, dans l'espace qu'on pourrait considérer comme commun, s'il n'est pas public, et qui est directement lié à la maison et qui est un lieu sacré. Donc là encore, on a cette balance entre le quotidien et le sacré. Je vais terminer par deux mandalas. Donc le premier, c'est un serpent, ici, vous voyez, qui s'enroule, et qui fait que lorsqu'on commence une maison, dès qu'on fait le moindre terrassement, il faut qu'on fasse appel à un astrologue, parce que selon la position du serpent dans le sol, au moment où on creuse, on peut mourir si on le touche sur la tête. Il y a des endroits où c'est plus favorable et d'autres endroits où la position du serpent, qui peuvent être favorables, d'autres complètement néfastes. Donc, avant chaque rituel, avant chaque terrassement, il y a toujours un rituel qui peut durer plusieurs jours, d'ailleurs, jusqu'à savoir où est le serpent. Donc les plannings, ils sont assez difficiles à tenir. En tous les cas, ça m'a marqué profondément, si on fait un lien avec ce que je fais aujourd'hui. On est en train de faire une gare à Bagneux, et je me souvenais de mes amis mémoires qui disaient: vous êtes complètement fous de circuler sous terre, il y a des divinités, il y a des maléfiques, etc. Et donc l'idée d'aller sous terre, pour eux, c'était quelque chose de fort, alors que, effectivement, quand on fait une gare aujourd'hui, qu'on soit à moins 15 mètres, moins 10, moins 20, les lumières, les matériaux sont toujours les mêmes. Donc c'est quelque chose qui nourrit encore le rapport que je peux avoir avec l'architecture aujourd'hui. Donc,
voilà, creuser, faire les fondations pour une maison, c'est un acte rituel, on change le monde, on le bouleverse, et donc on se doit d'y faire attention. Et ça, c'est le PLU local, que j'ai réussi à avoir par chance, et qui dit des choses assez étonnantes. Voilà, je vais vous lire, vous lisez en même temps que moi, hein. L'homme obtiendra de la propriété s'il construit sur un terrain rectangulaire. L'homme sera avantagé et gagnera de l'argent s'il construit sa maison sur un terrain carré. L'homme obtiendra de la satisfaction à la fin, l'homme sera tourmenté s'il construit une maison sur un terrain en forme de tortue, ou en forme de serpent, en forme hexagonale. Donc, au-delà de ces critères magico-religieux, on sent qu'il y a l'idée que je vous ai montrée au début de la planification urbaine, du modèle théorique hindou, qui fait que, évidemment, si on a des parcelles rectangulaires, on peut s'adapter. Si on n'a pas de parcelles rectangulaires, la ville ne peut pas se construire. Et qu'il y a des formes, et là on relie un peu avec la question du sacré, qu'il y a des formes comme la sphère, par exemple, qui sont réservées aux divinités et pas au quotidien, pas aux hommes. Voilà. Alors, que dire de ça, de ce que je vous ai montré rapidement, c'est que on est dans un monde où c'est la relation, autant le sacré c'est quelque chose qui sépare, autant pour eux, ils sont en relation intime avec le cosmos, c'est-à-dire que chaque geste peut avoir une relation sur le cosmos, et le cosmos peut avoir une relation sur chaque geste ou chaque homme. Donc cette interrelation, elle est tellement endémique à leur manière de penser qu'ils voient le monde de façon magique. Et c'est à la suite de cette expérience que je me suis raccroché j'en parle souvent, mais à la définition hindoue de l'architecture, qui dit l'architecture est la science des correspondances subtiles. Donc c'est une science déjà, c'est-à-dire une connaissance qui évolue. C'est un dispositif de correspondance, je viens d'en parler, hein, c'est vraiment dans le lien, dans les tensions entre les choses que ça se joue, et subtil pour les hindous. Subtil, ça veut dire ce qui ne se voit pas, ce qui est sous le tissu, ce qui est magique. Donc l'architecture et l'urbanisme sont, dans ces civilisations, des dispositifs qui permettent de mettre en relation les hommes entre eux, les hommes avec le cosmos, et de pouvoir établir une espèce d'écosystème favorable pour pouvoir vivre sur Terre. Donc, comme Annabelle le disait tout à l'heure, je rentre du Népal. Le plus dur, c'était pas de partir, c'était de revenir. Et j'ai la chance de pouvoir avoir dans la commune où je suis né l'occasion de faire un concours sur un cimetière. Alors, la marche était haute à passer parce que une des premières choses qui m'avait marqué quand j'étais revenu du Népal, parce que dans cette idée de continuité dont je vous parlais, évidemment, la mort en fait partie. Hein, pour un Néwar, la vie, la mort, c'est tout un dispositif qui évolue et qui est naturel, alors que le tabou sur la mort en France, ou en Occident en tous les cas, est tellement puissant que c'était difficile de savoir comment prendre la question des cimetières. Si on meurt en Occident, c'est pas parce qu'on doit mourir, c'est parce que les médecins n'ont pas su nous soigner. Les rituels ont disparu, hein, quasiment. Le deuil, c'est quelque chose qu'on porte de façon personnelle et on l'expose le moins possible aux autres. Alors, c'était pas... Ce qui était étrange dans cette commande, c'est pas parce que il y avait un besoin de symbolique, que le maire de l'époque avait fait un concours un peu informel, et il avait demandé à des archives paysagistes et puis à Roglot à l'époque d'organiser le cimetière. C'est parce qu'il n'y avait plus de place. Donc là, vous avez le village, ici Hélène Gray et le cavenon de Corbusier, et puis là l'arrêt de colline avec le cimetière existant, et il fallait étendre le cimetière et donc trouver dans cet arrêt de colline, visible de plusieurs parts de la commune, il fallait trouver une densité qui était 3 fois plus forte que celle enfin le maximum possible, qui était 3 fois plus forte que celle du cimetière existant. Donc on a une autre vue, le cimetière existant, et puis la première tranche de travaux qu'on a réalisés, donc on a décidé d'entailler la colline, parce que le rapport, quand on est sur la Côte d'Azur, le rapport est chimiquement pur entre la mer et la colline et la montagne, entre la pente, la roche, le minéral, et puis l'immatériel, et l'horizon en face, qui est cette ligne extraordinaire qui suit la hauteur d'œil, hein, qui n'existe que parce qu'on la regarde. Donc,
Ce schéma, cette photo, c'est juste à côté des cimetières, voilà, m'a conduit à faire cette figure, celle du creusement. Donc on creuse, et puis cette grande plateforme comme ça qui relie avec la mer, avec ici un personnage qui montre cette situation quasi grecque, hein, entre la pente et la mer. Donc ça, c'est la figure du cimetière complet, avec, comme je le disais, 3 types de regroupements de sépultures, des failles, ici avec une très forte densité, puisqu'on est sur des ans-feu, les murs sont creusés de tombes, l'enceinte, qui est la mémoire du mur d'enceinte du cimetière, mais qu'on a voulu ouvert, les chapelles qui sont des sépultures plutôt familiales, en haut, et puis cette idée qu'on pu traverser le cimetière, que le cimetière devient un parc, un lieu ouvert, non pas un lieu fermé. C'est un des sujets importants d'ailleurs du projet, puisque théoriquement en France on est obligé de clore les cimetières. Là on a réussi à le laisser ouvert. Voilà le plan. Donc le cimetière existant, c'est une extension. Hein. Le cimetière des Marais ici, un plan carré, symbole du ciel, ou de la terre selon les époques, une chapelle au milieu. Et le cimetière dans le sud, c'est l'envers de la ville. Donc il se constitue comme c'est un miroir de la ville, de la manière dont on fabrique les villes. Donc une ville organisée, symbolique, sacrée, ça c'est plutôt la ville haussmannienne, on va dire, régulière, axée, tramée. Le Corbusier est là. Hein. Donc c'est un dispositif maîtrisé. Et puis ça pourrait être les banlieues avec la densité, l'augmentation de la densité, la perte de la symbolique, et puis on construit comme on peut, sauf qu'à partir de là, le terrain se redresse tellement que voilà, il ne savait plus faire. Et donc ce qu'on a mis en jeu, nous, on est reparti de ce carré symbolique ici pour le translater, le fracturer par la falaise, ici par la route. Les failles sont dans le sens, sont légèrement décalées parce qu'elles sont perpendiculaires aux courbes de niveau. Et voilà, on a un dispositif qui va dialoguer par l'ossuaire qui est en fait le lieu de l'immortalité aujourd'hui, c'est l'ossuaire. Hein. Les cimetières sont plus, il n'y a plus de tombe à perpétuité, donc c'est plus la dernière demeure, c'est le dernier hôtel. Et le lieu de mémoire, c'est l'ossuaire. Donc voilà ce que donne la première tranche, un socle, la faille et puis l'enceinte, la mémoire d'une limite et d'une clôture mais ouverte. Cette limite est épaisse en réalité, fracturée elle aussi, et elle contient un intérieur, voilà, où les tombes sont des enfeux, ce sont des cercueils, hein, c'est pas des columbariums, et où on voit la mer avec l'horizon. D'ailleurs, un petit détail, on n'a pas mis de lisse au-dessus, la seule horizontale possible à ce moment-là, c'était soit les tombes, soit l'horizon. Petit hommage à Barragan d'ailleurs. Là, la faille. Alors, on chemine sur ce socle, il n'y a pas de portail, il n'y a pas de limite, et donc c'est de manière symbolique qu'on va établir des limites entre les objets. Et là, on est au droit de la faille, et lorsqu'on est dans la faille, on voit ça, l'horizon. On n'a pas mis de garde-corps, on a un saut de loup à cet endroit-là pour que c'est la projection vis-à-vis de l'horizon et l'horizontale gagne l'ensemble de l'espace. Et au même endroit, quand on tourne la tête, on n'a plus que des verticales, des blocs fracturés, avec une fente ici qui conduit vers le ciel, et qui fait que cet escalier accompagne l'idée de porter le cercueil et d'une relation symbolique entre le cercueil et le ciel. Et ce qu'on a voulu faire à cet endroit-là, c'est ancrer cette idée du vivant ou de la mort dans le corps. Parce que c'est la notion du sacré en architecture, et en tous les cas, elle passe par le corps. Et effectivement, quand on tourne juste comme ça, on sent les deux directions fondamentales de l'horizon. Être vivant, c'est être debout sur une horizontale, et puis ça introduit aussi un rapport avec la culture religieuse dominante, en tous les cas, dans le cimetière, qui est la croix catholique. D'autres religions reprennent ces deux directions, mais les synthétisent de manière différente, avec la svastika pour les hindous, qui introduit un mouvement. Mais en tous les cas, ces deux directions fondamentales, elles sont universelles et incarnées dans le cimetière par le corps. Parce que là, on est sur les cimetières en France, les deux cimetières que je vais vous montrer, on est sur une ambiguïté entre le laïque
Et le religieux, un cimetière, il y a des croix hein, sur les tombes ou d'autres symboles religieux, le Coran, le croissant selon les confessions religieuses, mais c'est un lieu laïque. Par définition, laïque, c'est pas un lieu religieux. Et il y a une ambiguïté parce que effectivement la religion est présente, les religions sont présentes, donc les trois religions monothéistes sont là, dans tous les cimetières, et en même temps c'est un lieu laïque. Donc comment on arrive à dealer, comment on se situe dans cette hypothèse entre les deux? Voilà, peut-être en revenant à l'essence même, à la structure même de ce que veut dire être vivant ou être mort. Donc la minéralité, on creuse, on a un niveau intermédiaire, donc le premier niveau c'est l'eau, le deuxième c'est le creusement, avec le béton qui est bouchardé, et le troisième c'est un rapport au ciel. On a pensé à Klein, évidemment, qui est niçois, qui était à quelques kilomètres de là. Et là on se retrouve, quand on est en haut, et qu'encore une fois on s'est retourné face à l'horizon, à la course du soleil, on est plein sud. Et donc qu'est-ce qu'on a voulu faire dans ces cimetières? Bon, déjà préserver la nature, le fait de creuser les tombes corvues dans les cimetières existants, tu l'as dit Annabelle, et donc on a fait une sorte de char d'Athènes pour les morts, hein, c'est-à-dire densifier les habitations pour laisser vivre la nature, mais on a surtout essayé de faire en sorte qu'à partir du moment où on le souhaite, on peut se poser de façon assez sereine, parce que là l'endroit est silencieux, hein, on est à l'abri du monde, d'une certaine manière, tout en étant connecté avec la nature, que la mort, elle fait partie de la nature, c'est un cycle naturel qu'il faut l'accepter, et qu'il faut, à partir de ce principe-là, l'incompréhension totale de la mort, cette rupture abominable telle qu'on la vit, elle va se réduire un peu. Donc on était dans cette idée. À la suite de ça, ces cimetières ont été pas mal publiés, on s'est fait une réputation grâce à ça, et donc j'ai pendant des années refusé d'en faire parce que j'aurais pu devenir un spécialiste des cimetières. Sauf qu'à Valbonne, on m'a posé la question de faire un cimetière paysager. Donc il y a deux grandes entités, de grandes manières, de grands mythes pour construire les cimetières. Un, je vous l'ai déjà dit, c'est l'envers de la ville, c'est les cimetières méditerranéens, hein, le Staline de Gênes, d'ailleurs Rossi, Miralles, la commande de cimetière est classique chez les architectes du Sud. Et le deuxième, c'est le mythe de la forêt, c'est les cimetières du Nord, Asploun, Leverens, et tous ces cimetières comme ça où l'idée c'est que la tombe est au milieu de la forêt et de la nature. Donc là on est à Valbonne, depuis il y a eu des poches comme ça qui sont grandies, mais le cimetière est là, et on est en pleine forêt naturelle. Donc le site du cimetière c'est ça, et l'idée c'était qu'avait la mairie, c'était de clôturer l'ensemble comme le cimetière normal, puis de pouvoir entrer et de faire agrandir le cimetière, parce que le cimetière évidemment il se construit étape par étape. Donc on a proposé autre chose. Là on voit des petites traces. Ce site était étonnant parce que les gens venaient chercher du sable pour pouvoir construire, et la ville de Valbonne s'est faite aussi à partir de ces petits bouts de carrière comme ça, donc il y avait des traces. Ici, il y en avait une un peu plus grande, et là, la forêt. Donc, on a proposé d'avoir un chemin, et puis le lieu d'accès avec le dépositoire, et puis un lieu technique, ici, et puis en réalité de faire des sortes de petits enclos, et de pouvoir les faire au fur et à mesure, tout en laissant la circulation des animaux, des hommes, et c'était un lieu de balade de vélo, ça partait à côté. Donc, de laisser vivre le site, et de n'avancer que petit par petit enclos. Donc après, la question d'entrée, de la même manière que sur le cimetière, je vous ai expliqué comment c'était positionné, là c'était pareil, l'avant, l'arrière, comment on deal avec cette histoire-là. Donc on a dans la pente très légère là, hein, les enclos, et puis cette idée du retournement d'un bâtiment qui est orienté vers la rue, et puis le dépositoire qui regarde le cimetière lui-même. Ça donne un objet énigmatique quand on arrive sur un socle, lui aussi. L'accès aux locaux techniques, et puis le funérarium, voilà, lui, il ouvre et il vous accueille et il vous dit au revoir quand vous partez. Et à l'intérieur de cette figure se trouve, encore rentre par cette anfractuosité, par cette faille, dans le dépositoire. Donc il accueille le cercueil avant que
que les gens soient enterrés. Donc la première enceinte qu'on a réalisée, l'ossuaire, c'est encore une fois un lieu essentiel dans les cimetières. Hein. Aujourd'hui, ils sont plutôt considérés comme une espèce de dépôt d'os, on ne sait pas où ils sont très rarement, ils ont très rarement une place centrale. Ici, c'est la partie des pleines terres, c'est-à-dire des pauvres, des gens pauvres. Hein. Ici, c'est les caveaux, et l'ossuaire, on a mis l'ossuaire au milieu avec, bon, on voit tout de suite le tracé régulateur, une partie mur et une partie de terrassement avec, sur la coupe, une bascule et là. Toujours cette valeur du sol, moins raide qu'à Roquebrune, mais tout aussi importante. Hein, l'ossuaire, c'est l'axe et c'est la bascule entre ce léger croisement et puis la partie comme ça qui s'ouvre. Voilà, ça donne ça. Les caveaux en premier plan, l'ossuaire et derrière les tombes. Ici en pleine terre, c'est là qu'on a mis les moyens, le peu de moyens qu'on avait, hein, parce que ça s'est fait à l'économie, avec de la pierre pour donner une dignité à ces pleines terres, qui souvent sont juste cernées par un grillage. Voilà, là c'est pareil, là la seule verticale c'est les arbres en réalité qui la donnent. Les arbres, bon là on le voit hein, assez clairement. Et puis cette petite bascule qui a fait beaucoup discuter, c'est-à-dire qu'on a tenu l'horizontale et ça touche pas le sol, alors qu'il y a des tombes. Et je voulais d'une certaine manière renvoyer à la statuaire du 19e où on a souvent la plaque qui est soulevée comme ça par une sculpture, où l'idée que les morts peuvent revenir, c'était quelque chose qui me, toujours dans cette idée de continuité, grâce à mes amis Néouar, je voulais en donner une traduction contemporaine. Voilà. Et le Portugais qui a fait les pierres, là il a mis 3-4 mois, il était tout seul avec sa radio. Et c'est merguez, c'était génial, je venais le voir souvent, ça, on n'avait pas de délai là-dessus, on n'est pas pressé de mourir. Hein. Voilà, ça c'est la deuxième tranche, au-dessus, qui elle aussi se met comme une sorte d'enclos un peu énigmatique, et dont le fond, ici, ça épouse directement la pente, et on a le même dispositif, un plein terre et caveaux. Alors, donc on a parlé là de deux cimetières, l'envers de la ville, le mythe de la forêt. Non, j'ai parlé d'une tombe, d'une commande qu'on a eue à Beyrouth, dans l'État Beyrouth. Rafik Hariri, on est en 2005, l'attentat. Rafik Hariri a symbolisé la possibilité pour le Liban d'être autonome. Il a lutté pour que les Syriens partent du Liban. Il en est mort. 2005, et donc on me demande, la famille organisant le concours, on me demande de réfléchir à l'organisation de la tombe. Enfin, il y a Rafik Hariri, 7 martyrs, 11 quand on a fini le cimetière, qui sont enterrés immédiatement. Hein. Selon la religion musulmane, il est sunnite, il y a une mosquée qu'il a fait construire, et donc ce terrain, là, juste au pied de la mosquée, dans la partie la plus historique de Beyrouth, l'ancienne place des martyrs, place des canons, donc que les Français occupaient Beyrouth. Voilà, le site est là. Là, c'est la partie française, ce qui reste de la partie de Beyrouth française, puisque ça a été en grande partie détruit par la guerre. Et donc la commande, en gros, c'est de faire une tombe, mausolée, mémorial, dans un jardin privé. Donc on imagine assez vite ce que ça peut faire, une petite architecture, un beau jardin, parce que le terrain est assez grand quand même, clôturé. Et nous, on propose autre chose. On propose, sur l'idée que Rafik Hariri était un homme public, on propose un espace public. Et ça avait du sens à plusieurs niveaux. Pour nous, la première, c'est un homme public, un espace public. Et donc la famille a mis, surtout sa femme, ils ont mis à peu près 2 ans à se décider, parce que on reprenait à son épouse, elle l'avait perdu parce qu'il avait fait de la politique, et là elle voulait le regarder dans son jardin, on lui reprenait pour dire que c'est un homme public. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que il y a peu d'espace ou pas d'espace public à Beyrouth, très peu, et que de lier un espace public à la mort, ça avait du sens dans une société ou une culture qui n'est pas laïque. On juge souvent Beyrouth quand on regarde Beyrouth à l'aune de notre vision laïque, mais c'est pas une société laïque.
C'est d'ailleurs le gouvernement, et il est composé de toutes les composantes religieuses, et donc ils ont une vision éminemment religieuse de la ville, et y compris de l'espace public. Donc pour nous, on se situait en faisant un espace public avec comme socle la mort. On interrogeait tout ce dispositif. Donc en plus, ça permettait aussi de lire, parce qu'on imagine que si on fermait ça quand on est là, on ne voyait plus la ville, ça permettait aussi de lire toutes les strates historiques, ici la strate romaine, la ville française, et toutes les couches, la ville ottomane qui est un peu plus loin, qui ont constitué Beyrouth. Donc, ici, là, les corps étaient là, hein, quand on a commencé le projet, ils étaient déjà enterrés, donc on n'a pas pu bouger les dispositifs, la tombe de Rafik Hariri, les 7 martyrs, et puis ce dispositif en spirale, qui fait que quand on va se recueillir en passant devant les martyrs jusqu'à la tombe de Rafik Hariri, on embrasse l'ensemble du paysage et l'histoire de Beyrouth. Voilà le vide, qui une fois qu'en face ça va être construit, hein, donc tout va être hyper dense, ce vide qui permet donc de mettre en relation toutes les strates historiques de Beyrouth. Ce sont des pierres massives, certaines pesaient jusqu'à 15 tonnes, donc il n'y a pas de béton, on pose la pierre, ça fait le mur. L'espace des martyrs, la ville contemporaine, la mosquée, la tombe. On a un escalier très léger qui permet de monter sur le dernier lieu où il y a un Rafik Hariri. Et puis, pour terminer sur ce projet, la question qui se posait, c'est comment faire un monument, parce que monument mémoire, hein, pas forcément monument dans la présence, dans la puissance architecturale, comment faire un monument juste en creusant le sol, en allant en délicatesse sur le sol. Là encore, c'est le rapport au corps. Donc on a décidé de caler le monument, la tombe, l'espace public, sur les pieds quand on est en haut, c'est-à-dire voilà, cette ligne-là, l'endroit où on marche, hein, c'est le trottoir, c'est exactement une horizontale qui part jusque-là, et c'est le socle. Tout ça, c'est exactement la même hauteur. Donc on le sent, c'est pas quelque chose qu'on voit immédiatement, mais on le sent. On sent que les choses sont calées par rapport à soi, quand on est en haut, et quand on est en bas, la distance entre ça et le sol, c'est 1m60. 1m60, l'horizon, c'est la hauteur d'œil, donc c'est une horizontale parfaite, ici. Mais cette horizontale parfaite, elle fait que, quand quelqu'un est posé sur la tombe, là ici c'est ma fille, c'est elle qui a dessiné l'escalier précaire, et bien on a l'impression que le personnage, que les gens qui se recueillent sur la tombe sont suspendus. Et j'avais en tête une gravure de Rembrandt, Ecce Homo, où l'apparition du Christ, la gravure, il est sur un socle, 1m60, hauteur d'œil, et donc il est ni tout à fait sur terre, ni tout à fait dans le ciel. Et là aussi, hein, c'est une sensation, on n'est pas... Voilà. Cette idée de la mort dans un espace public qui est voilà, un espace ailleurs, suspendu, et en tous les cas lié avec la perception de corporelle et physique de notre relation au lieu. Donc j'ai terminé, mais Annabelle en a parlé aussi dans la présentation, donc il y avait finalement tout ce dont j'avais parlé, du TGI Dex qu'on est en train de terminer. Donc là on passe au sacré, celui de Régis Debray, le sacré éminemment laïque, encore que la justice était rendue pendant longtemps au nom de Dieu, hein. Donc comment aujourd'hui la justice se positionne. Donc le brief du concours, c'était de retrouver une symbolique, c'était directement écrit par le ministère et la PIGE, le bras armé donc du ministère de la Justice, c'était comment retrouver une symbolique architecturale qui accompagne l'idée de la justice et le respect de la justice. Ils se sont rendus compte que dans les années 70, ils ont fait des palais de justice ouverts. Enfin, ouvert, c'est plutôt la salle de pas perdu, hein, mais avec une ambiance plutôt humaine sur l'idée d'horizontalité des pays du Nord, et qu'aujourd'hui, ils ont beaucoup de problèmes parce que les décisions de justice sont moins respectées que dans les anciens palais de justice qui, le socle, hein, avec l'attribut habituel du palais de justice, l'emmarchement, et puis cette figure
qui, là encore, dans l'étude symbolique menée par le ministère, a envoyé au temple grec. C'est ce qui sent. Quand on parle de justice, le fronton, le temple grec, on a la justice. Donc, le terrain il est là, il est en lisière sur les anciens remparts de la ville, le cours Mirabeau, le palais de justice existant, et puis il y a 2 axes. La position à l'entrée là, et le terrain disponible, il est là, il y a un collège, il y a tous les équipements qu'on a pu mettre ici, donc ils sont de l'autre côté du mur, l'enceinte, qui a disparu évidemment. Voilà ce dont je vous parlais, l'emmarchement, les colonnes et le fronton. Donc on est parti de cette idée, très simple, parce que qu'est-ce que veut dire le temple? Les colonnes, qu'est-ce qu'elles font? C'est tectonique, quand ça pousse, ça sort du sol, ça prend la verticale et ça met encore dans cette direction du sol vers le ciel, dans cette dimension verticale, ici, l'entablement dans lequel sont lancés un certain nombre de messages culturels. Donc on a repris la même chose et on est parti de l'idée que le TGI, ça pourrait être des socles, avec la partie où se rend la justice et avec la partie administrative qui est essentielle. C'est là que se prépare la justice pendant des mois et des mois avant qu'elle soit rendue dans les socles. Donc un peu la même idée. Le sol qui soulève la partie transparente. Donc ce thème de la justice transparente, on l'a plutôt mis là, dans la manière dont les gens travaillent, que dans le lieu où elle se rend, parce que le lieu où elle se rend, au moment où elle se rend, il faut qu'il y ait une intimité forte. Donc les blocs la renvoient, comme je vous le disais, au fait que c'était d'anciens remparts. Voilà, là c'est la première phase qui est finie. Avec ces blocs, ce sont les salles d'audience et puis la partie travail et mise au point de la justice avant qu'elle se rende au-dessus. On sent la force du sol, c'est ce qu'on a cherché à faire. Et puis il y a les salles ne sont pas droites, elles sont légèrement inclinées, parce que dans la question du sacré, tel que je l'ai perçu encore une fois avec mes amis néoirs, il y a l'idée aussi de capter les forces qui sont dans un lieu. C'est un jeu de va-et-vient entre ce qui existe et des forces dans un lieu. Il y a les forces sociales, il y a les forces économiques, il y a les forces politiques, mais il y a aussi des forces comme le séisme, le sol bouge. Ça c'est à Machu Picchu, et on voit que la figure inclinée, effectivement, c'est ce qui permet de résister au séisme. Et en l'occurrence, au point de vue structurel, ça nous a permis d'avoir tous les bureaux largement ouverts et pas fermés, dans la mesure où le socle était hyper rigide parce que les murs étaient inclinés. Alors il y a un côté universel aussi dans le sacré, on n'en a pas parlé, mais à partir du moment où ça deal avec des choses aussi essentielles que celles de la construction du temple ou d'une architecture qui doit résister, ça c'est toujours Machu Picchu. Et je vous avoue que je n'avais pas compris tout de suite pourquoi il y a une espèce de dispositif comme ça et pas avec des listes structurées. J'imaginais qu'il avait fait de la récup, je ne sais pas très bien ce que j'imaginais. Et puis quand j'ai vu la même chose sur le socle d'un temple au Japon, j'ai commencé à me dire, tiens, mais est-ce que c'est pas un dispositif autobloquant? Dans la mesure où le séisme, ça pousse à l'horizontale et à la verticale, le fait d'avoir des joints qui ne sont pas lissés, ça permet effectivement d'avoir un dispositif autobloquant. Donc le mur à Machu Picchu est toujours là, le socle du temple est toujours là, et y compris à Delphes, parce que quand ils sont capables de faire des colonnes comme ça avec même pas 1 millimètre de joint entre toutes les pierres et la sculpture, on doit pouvoir faire un mur plus appareillé. C'est la même histoire. Tout est tombé sauf ce mur qui a résisté. Donc cette idée de s'ancrer dans les forces de la nature, nous on voit le séisme comme une question technique, ils le voyaient autrement, c'est un des invariants qui nous a plu de travailler sur le TGI, surtout qu'à Cusco, toujours au Pérou, quand les Espagnols sont arrivés, ils ont rasé une partie des habitations mayas, mais ils ont construit en léger au-dessus, mais ils ont gardé le soubassement. Déjà parce qu'il était difficile à bouger, mais parce que surtout il permettait de résister au séisme. Donc voilà le dispositif du TGI, toute la partie technique dessous, les salles d'audience et au-dessus le tertiaire, avec la salle des pas perdus au centre, les grandes salles d'audience au sud,
et puis le dispositif des bureaux, juges, greffiers, magistrats, avocats, où il y a peu de murs de confrontement pour un bâtiment sous séisme, la coupe avec un plateau central. Et là, on commence à se rendre compte que ce qui est très fermé, en réalité, permet à la lumière de pénétrer de façon abondante au rez-de-chaussée. La partie tertiaire en haut avec le patio central. Là, ce que je vous disais, la lumière. Et la salle n'est pas perdue, ouverte vers la vue. C'est l'entrée, les parties où les familles attendent, avec le lieu d'accueil, les petites salles civiles. La médianine, donc on est vraiment dans une balance entre la puissance de la matière et puis la légèreté de la lumière, cet équilibre entre puissance et sérénité. C'est ce qu'on a cherché à faire en tous les cas. Puis la salle d'audience, avec ici les juges, l'audience, et puis qu'est-ce qu'on met à l'arrière des juges? Avant il y avait la croix, et nous on a ouvert le dispositif pour qu'on voit dehors. On sent que le temps passé, parce que les audiences peuvent être longues, le fait d'être complètement fermé, c'est un dispositif un peu oppressant. Et je discutais avec le procureur de la République qui m'expliquait pourquoi il y avait autant de fresques dans les salles traditionnelles. C'est pour que les gens qui étaient en délibéré ou en audience puissent à un moment donné, avec les fresques, se détacher un moment de la difficulté d'écouter l'audience ou de juger. Donc voilà, on a ouvert sur l'extérieur, à l'arrière, lumière à l'avant, lumière à l'arrière pour ne pas être sur un contre-jour trop fort. Voilà le dispositif général qui, en posant la question du sacré dans une salle d'audience, en fait, relie le dispositif avec l'estrade. La banane est toujours là, effectivement. D'ailleurs, Dupond-Moretti, quand on a inauguré il est avocat, quand on a inauguré le TGI, il disait il y a une erreur de menuiserie. En évoquant un de ses amis avocats, il parlait de l'estrade. Il milite, lui, comme dans les pays du Nord, pour qu'il y ait une horizontalité parfaite dans les TGI. Donc voilà, cette idée que la justice, elle pouvait être à la fois à l'abri du monde, parce qu'elle doit l'être d'une certaine mesure, quand elle se rend, pas quand elle se fabrique, évidemment, mais qu'elle soit quand même connectée à l'extérieur, était pour nous importante dans cette... Donc pour conclure, je pourrais dire que cette notion de sacré, c'est à la fois la mise à distance et la connexion, et que ça se joue dans ces interrelations, et que le curseur, il va, selon les cultures, ou selon la présence du religieux, ou d'un autre type de laïque, il va faire bouger cette frontière entre le sacré à distance et le sacré dans le quotidien. Voilà, merci.